Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle saison du coin recherche. Alors, petite parenthèse pour vous rappeler ce que sont les coins recherche, pour ceux qui sont en train de découvrir la chaîne, ou peut-être ceux qui sont en train de découvrir ce pendant de la chaîne qui était resté concentré sur les exos de colle ou les petits exos de colle que je proposais. Je ne vous en veux pas. Salut à vous. Il est toujours temps de découvrir plus de choses sur la chaîne. Bref, donc les coins recherche, c'est quoi? C'est simplement vous partager ce que je fais en recherche. Et comment cela se présente-t-il? Eh bien, je vous propose des vidéos qui vont être ce que j'appelle des épisodes. Ces épisodes vont être regroupés en saisons. Et dans chacune des saisons, j'aurai pour but de vous amener à un gros résultat que j'ai pu établir moi-même seul ou moi-même en collaboration. Et dans ce cas-là, bien sûr, je n'oublie pas de mentionner mes collaborateurs. Mais bref, l'idée, c'est donc, à travers ces saisons, de vous amener à ces gros résultats. Et pour cela, il me faut vous introduire des outils mathématiques. Et ces outils, eh bien, généralement, sont dans des branches de mathématiques assez obscures. Et quand j'entends obscures, j'entends surtout que ce sont des mathématiques dont on entend peu parler. En fait, je pense que généralement, ce sont des mathématiques qui sont vraiment assez hors cadre de n'importe quel cadre, j'ai envie de dire, j'arrive pas à trouver un autre mot, n'importe quel cadre de classe préparatoire, programme, voilà, n'importe quel programme de classe préparatoire, n'importe quel programme de licence, ou des choses comme ça. On va sortir vraiment des champs battus, hein, c'est ça l'idée. On outrepasse n'importe quelle cloison, et c'est de vous présenter vraiment des mathématiques que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et peut-être à travers les différents outils que je vais vous introduire, à travers les différents résultats assez intéressants que je pourrais vous amener à découvrir, eh bien, j'espère vous piquer votre curiosité et peut-être vous donner envie vous-même de manipuler ces outils autant que moi j'aime les manipuler. À chaque fin de saison, je propose un exposé final qui permettra de synthétiser toutes les choses que j'aurais racontées pour vous amener petit à petit au gros résultat de la saison. Mais bref, le but principal, c'est vraiment qu'à travers ces petits outils que je vous aurai introduits, que je vous pique un petit peu la curiosité et peut-être que cela peut ouvrir des portes à des gens qui ne savaient pas forcément ce qu'ils voulaient faire, qui savaient peut-être qu'ils aimeraient avancer vers de la recherche, mais qui ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient faire comme type de mathématiques. Et peut-être qu'en voyant ce genre de vidéo, ça leur donnerait envie de faire ce type de mathématiques. Bien évidemment, comme je fais de la recherche en algèbre et en combinatoire, donc plutôt maths fondamentales, on va mettre de côté tout ce qui est maths appliquées, équations différentielles. C'est pas que j'aime pas, mais c'est pas du tout ma came par rapport à ce que je fais en recherche. Je ne serai pas capable de vous parler de choses très profondes dans cette branche-là des mathématiques. Donc, on ne va pas vraiment en parler à travers les coins recherche. En tout cas, je ne pense pas. Peut-être que ça arrivera bien des années plus tard, si j'existe encore sur la chaîne. Alors là, j'en sais strictement rien. Mais bref, pour l'heure, en tout cas, je pense que nous ne parlons absolument pas de mathématiques appliquées et tout ce qui est équations différentielles. On va plutôt se concentrer sur les choses que j'aime faire, tout ce qui est algèbre et tout ce qui est combinatoire. Donc aujourd'hui, fermons cette parenthèse, qui fut assez longue d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons démarrer cette saison 3 du coin recherche. Je vais d'abord lire l'intitulé de cette saison. Une extension de la correspondance de Robinson-Chestnut via la combinatoire de type A. Alors, c'est quasiment certain que très peu, voire aucun de ces mots ne vous disent quelque chose, quoi. Je pense que c'est assez logique, et c'est un peu le but de toute façon des coins recherche. C'est toujours de vous amener un titre qui peut-être n'est pas très évocateur, mais qui petit à petit va faire sens à travers les différents épisodes de la saison. Et donc, juste pour en parler un petit peu, le résultat que je vais émettre à travers cette saison, c'est un résultat que j'ai pu mettre en forme d'article. C'est un résultat que j'avais depuis longtemps, en fait depuis la fin de ma thèse. Et en fait, c'est un résultat qui est dans la continuation de ce que j'ai fait dans ma thèse. Il a fallu pas mal de temps pour que enfin je puisse en sortir un article. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi les différents numéros d'examen, ils ont dû être au courant que oui, ça a été assez la bataille pour faire en sorte que cet article soit sorti avant la conférence FPSAC à laquelle j'ai participé en juillet. Bref, donc l'article est sorti sur Archive il y a à peu près 2 mois de cela, et pour ceux pour qui ça pourrait intéresser, je vais mettre le lien en description vers cet article si vous voulez ne pas attendre les coins recherche pour voir un petit peu de quoi il va s'agir. Mais je vous préviens d'office, les articles de recherche sont écrits en anglais, donc déjà il faut être à l'aise avec l'anglais. Et d'autre part, on parle tout de suite à des gens qui sont assez initiés à la chose. Et donc, on ne va pas se permettre de faire de la réintroduction des outils. Dans les articles, c'est plutôt déjà à des gens qui ont un certain niveau,
et pour lesquels on aimerait discuter de nouvelles choses et amener de nouveaux résultats par rapport à ce qu'on a pu nous-mêmes manipuler pour arriver à ces choses-là. Bref, nous, on va en rester à un niveau classe préparatoire et petit à petit, je vais vous introduire les outils qui vont vous permettre un petit peu ce résultat dans cet article, de comprendre ce résultat dans cet article, et notamment cette question d'extension de la correspondance de Robinson-Chassagne-Mousse. La question de type A interviendra à un moment donné, puisqu'il va falloir que je vous parle à nouveau, pour ceux qui me connaissent peut-être dans ce que je fais en recherche, en tout cas au moins qui ont pu feuilleter ce que je fais en recherche ou ce que je fais en exposé, ils ont pu peut-être constater qu'à chaque fois que je fais un exposé, je dois parler de Carquois. Car en effet, j'ai été formé quasiment du début à manipuler tout ce qui est Carquois, tout ce qui est combinatoire, tout ce qui est théorie de représentation de Carquois, ce genre de choses. Et donc, cette saison ne va pas échapper à la règle, il y aura forcément un moment où je vais devoir parler de représentation de Carquois. Et je vous rassure tout de suite, vous n'aurez pas besoin de regarder les saisons précédentes pour regarder cette saison. Je tiens absolument à ce qu'il y ait indépendance entre les différentes saisons. Et donc, si je dois reparler de représentation de Carquois, je me permettrai de vous réintroduire les choses à travers des épisodes dédiés. Et vraiment, l'idée c'est que en vous représentant ces choses-là, je prenne un axe assez différent de ce que je faisais pour la saison précédente ou les saisons précédentes. Bref, donc il y aura forcément un moment où on va parler de représentation Carquois, ça sera pour plus tard. Pour l'heure, on va beaucoup, parce que c'est le sujet finalement qui cache tout ça, on va parler beaucoup de combinatoire. Et le premier objet que j'aimerais vous introduire, qui est un objet relativement connu dans les mathématiques, ce sont les partages d'entiers. Alors, petite parenthèse aussi, les partages, c'est le mot québécois pour dire partition d'entiers. Et bon, voilà, ma formation c'est l'UQAM, ça tombe bien, j'ai ce t-shirt. Donc c'est l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, donc au Canada, et c'est à ce moment-là où j'ai appris cette terminologie, sachant qu'avant, j'utilisais plutôt partition d'entiers. Mais je suis plutôt favorable au mot partage, car ça permet vraiment de faire la distinction entre partition d'entiers et partition d'ensemble. Car oui, des partitions d'ensemble, vous en connaissez, c'est des ensembles d'ensembles tels que les intersections de A2 soient vides et l'union de tout le monde fasse l'ensemble de départ. C'est ça, une partition d'ensemble. Eh bien, il y a aussi des partitions d'entiers, et au Québec, on utilise plutôt le mot de partage. Et donc, je pense que ça permet vraiment de faire la distinction entre partition et partage. C'est ce pourquoi je vais ici plutôt parler de partage d'entiers. Maintenant, c'est quoi ces partages d'entiers? Je vais vous faire un exemple. On va partir avec l'entier 6. L'idée, c'est de décomposer 6 sous la forme de somme d'entiers positifs. Et pour cela, vous avez plusieurs options. Je vais en donner quelques-unes. Vous pouvez très bien décider d'écrire 6 comme étant juste 6. Ou 6 plus 0, plus 0, plus 0, autant de fois que vous voulez. Pourquoi pas? Mais vous pouvez aussi décider d'écrire 5 plus 1. Vous pouvez aussi décider d'écrire 4 plus 2. Ou alors 4 plus 1 plus 1. Ou alors 3 plus 2 plus 1. Oui, voilà, c'est tout. Ou encore, par exemple, ça pourrait être 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et bien là, ce que je viens de vous donner, ce sont exactement ce que sont des partages d'entiers. Alors je vais vous donner une belle définition. Une définition qu'on pourrait donner, ça serait la suivante. Soit n, un entier naturel, ça peut être nul, c'est pas forcément un problème. Un partage de n est une suite d'entiers naturels, donc des entiers naturels, généralement notés lambda k appartenant aux entiers naturels non nuls. Donc une suite d'entiers naturels, pas strictement, décroissante au sens large, telle que la somme des lambda k, pour k appartenant aux entiers naturels non nuls, existe et donc est finie, et que cette somme vale n. Bien évidemment, elle existe parce qu'une somme d'entiers positifs, une somme de valeurs positives, soit ça converge parce que c'est majoré, soit ça diverge vers plus infini. Voilà. Mais là, ce que j'entends, c'est vraiment que cette somme-là converge et vale exactement n. Alors on a une notation pour parler de partage d'entiers, on note généralement lambda
avec ce petit t là, un peu bizarre, n. Donc ça signifie que je prends lambda partage de n. Alors il peut exister différentes façons d'introduire les partages. D'autres pourront vous dire il faut donner une suite d'entiers, mais cette suite elle doit être finie. Bon, en fait c'est assez équivalent. Ici ce que je me permets de faire, c'est que je peux ajouter un nombre de zéros infini derrière. Ça ne pose pas de problème. Donc si je compte un nombre de zéros infini derrière, je peux considérer que c'est équivalent. Tout ce qui m'importe de toute façon, ce sont les valeurs qui vont être strictement positives dans cette affaire. Et donc, je peux introduire quelques notations, quelques notions autour des partages. Je peux parler de ce qu'on appelle la taille d'un partage. Donc ça, c'est la taille. Et la taille, c'est exactement n, ici. Donc en fait, la taille, c'est exactement la somme des lambda k, si vous préférez. On peut parler de la longueur. Et la longueur, c'est quoi? Eh bien, ça va être la valeur max. Donc ça va être l'indice maximal pour lequel lambda r est non nul. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler la longueur. Donc là, par exemple, ici, tous les partages que je vous ai donnés sont toutes de taille 6. Et la longueur diffère pas mal. Donc ici, la longueur, elle est égale à 1. La longueur ici, elle est égale à 2. La longueur ici, elle est égale à, alors, 4, 5. Ok? Donc voilà, très bien, ça c'est la longueur. On peut introduire bien sûr d'autres objets, mais là, j'aimerais partir directement sur une façon de représenter les partages, car ça c'est aussi très visuel. On peut utiliser ce qu'on appelle les diagrammes de Ferrer. Alors, qu'est-ce que sont ces diagrammes de Ferrer? Alors, à savoir qu'il existe différentes conventions, et notamment, il en existe 3 importantes, la convention française, la convention anglaise, la convention russe. Il y a forcément un moment, je vais devoir faire un choix sur la convention. Ici, comme je parle en français, comme j'expose en français, j'utiliserai la convention française. Mais pour l'instant, je vais vous parler des différentes conventions, juste pour vous les présenter. Donc, on a la convention française. Alors oui, je vais quand même dire quel partage on va faire, juste pour l'exemple. Prenons, quel partage peut être intéressant. Je vais prendre celui-ci. Je pense 4-1-1, c'est pas mal ça. Ouais, 4-1-1. Allez, 4-1-1. Donc on a la convention française. La convention française, ça marche comment? Alors dans tous les cas, on va dessiner des boîtes, des cases. D'accord? Des cases de 1 fois 1, si vous voulez. Et l'idée de ces cases, ça va représenter les différentes parts en ligne. Donc c'est-à-dire que la première part, il y a 4 cases, donc je fais 4 cases. La part suivante, nous avons une case, donc je fais qu'une case. Et la dernière part, nous avons une case, donc je fais qu'une case. Voilà le diagramme de Ferrer du partage 4-1-1. Chacune des lignes correspond à chacune des parts. Pour l'anglaise, on inverse un petit peu. En fait, il suffit de faire une espèce de symétrie, et nous avons notre résultat en version anglaise. Donc la version anglaise, c'est vous faites toujours en ligne les résultats des parts, mais cette fois-ci, vous faites les lignes de haut en bas. En fait, c'est une convention matricielle ici. Nous avons une convention matricielle. Les I se lisent ici et les J se lisent ici. D'accord? Si on note les coordonnées IJ, si vous voulez, des cases correspondantes, on voit en fait les cases comme juste des coordonnées dans une matrice. Alors qu'ici, on voit vraiment les cases comme des coordonnées dans un vrai repère, quoi. Donc c'est-à-dire là, on est comme si on était dans n étoile 2, quoi. N étoile croix n étoile. C'est un peu cette idée-là. Donc là, on a une convention, on peut dire, matricielle. Et puis, on a la convention russe. Alors, la convention russe est un peu spéciale. Cette fois-ci, on va faire les choses de cette manière-là. En fait, c'est un peu comme si on prenait ce partage et on le tourne un tout petit peu. C'est vraiment cette idée-là. On tourne un petit peu le partage français et donc on obtient le partage russe. Donc on va dessiner les cases de cette manière-là, en diagonale. Donc, et après on a 1 et puis 1. Voilà. Bien, donc ça c'est la convention russe. Alors la convention russe, elle peut avoir différents avantages, notamment faire des liens avec ce qu'on appelle des diagrammes Maya ou des choses comme ça, qui sont d'autres objets combinatoires assez intrigantes, mais ce n'est pas l'objet de ce que je raconte ici.
Je voulais juste balancer un terme pour vous dire que ce truc-là a un intérêt aussi. Mais bon, on ne va pas se pencher davantage sur cette écriture-là. Donc nous, on va essayer de se pencher sur l'écriture française. Peut-être que parfois j'utiliserai l'écriture anglaise, suivant ce qui me conviendra le mieux. Mais bon voilà, sachez qu'on va peut-être jongler avec ces deux types de représentations. Bien, donc voilà, ça c'était pour vous introduire ce qu'est le diagramme de Ferrer. Et donc, bon, grâce à ces diagrammes de Ferrer, on peut présenter les partages autrement, en disant qu'en fait, on est en train de prendre un ensemble de cases qui vérifient une certaine propriété. Donc, on peut, je vais donner, on peut définir les partages comme des ensembles finis de points, donc des ensembles finis qu'on va appeler F, de points dans n étoile 2, qui vérifient la propriété suivante, donc telle que pour n'importe quelle coordonnée IJ appartenant à F, alors je vais peut-être pas l'écrire comme ça, je vais dire si, donc pour n'importe quel IJ dans n étoile, dans n étoile 2, si on a IJ qui appartient à F, alors ça va impliquer que pour n'importe quel K plus petit ou égal à I, et pour n'importe quel L plus petit ou égal à J, on va avoir que KL appartient à F. Je précise que le K et le L sont des entiers, encore une fois, positifs non nuls. Hein. Petite précision. On reste dans n étoiles. Hein. J'ai dit que F est dans n étoiles 2. D'accord ? Donc attention. Bref, en tout cas, on peut en effet définir des partages sous la forme géométrique, si on veut, en disant, ben voilà, je prends des ensembles de points dans n étoiles qui vérifient telle ou telle propriété. Bon, ça peut être cool aussi à savoir. Bon, il y a quelques notions qu'on peut aussi introduire autour des partages. Hein. Bon, j'aurais vraiment pas le temps de parler de tout ce qu'on peut parler des partages, mais je vais essayer... Enfin, j'ai essayé de faire une sélection des choses qui me semblent importantes à vous signaler, ou en tout cas qui peuvent avoir un certain intérêt. Donc, pour les partages, on peut introduire une notion grâce à la figure ici ou l'autre, hein, peu importe la figure, mais grâce à la représentation, je veux dire, on peut introduire ce qu'on appelle les bras, les jambes des cases, et aussi les crochets, donc les hooks, les crochets. Donc en fait, ce qu'on appelle crochet et tout ça, je vais vous le dessiner plutôt que de vous expliquer avec des belles phrases ce que c'est. Je pense que ce sera beaucoup mieux pour comprendre. Alors je vais dessiner un autre exemple. Alors disons, ça me paraît plutôt pas mal ça. Voilà, donc voilà un partage. Le partage, vous pouvez le lire, hein, c'est 5, 3, 2, 2. Ok ? Et donc 5, 3, 2, 2, ça veut dire que c'est un partage de 12. Très bien. Alors, si je prends une case, n'importe laquelle, qui peut être repérée par le point qui se trouve ici, IJ, je peux définir ce qu'on appelle le bras, noter A donc A indice lambda de la case, si la case c'est IJ, et en fait, ça va être le nombre de cases qui se trouvent, en fait, donc je ne dis pas de bêtises, à la droite de la case qu'on a sélectionnée. Donc ici, le bras de la case que j'ai sélectionnée est égal à 1. Donc A lambda de la case que j'ai sélectionnée est égal à 1. Si j'avais choisi cette case-là, j'aurais 2. Ok ? Ensuite, je peux introduire donc la jambe. C'est assez marrant comme terminologie, je trouve. Et c'est intriguant. Nous avons la jambe, en anglais on dit leg. Et donc la jambe, hein, ici, donc leg lambda de ma case, ça va être tout simplement, hop, dans mon exemple ici, ça va être 2. Et puis, on peut aussi introduire ce qu'on appelle la longueur d'équerre, donc la hook length, longueur d'équerre, notez H lambda, longueur d'équerre. Et ici, dans mon exemple, c'est tout simplement la jambe, donc en fait, je vais peut-être enlever le IJ,
ça peut se calculer de la manière suivante. Vous additionnez le bras, la jambe, et vous ajoutez 1. Donc là, dans mon exemple, la longueur d'équerre de la case qui est ici, c'est égal à 4. Ok? Donc c'est vraiment le bras plus la jambe plus la case que nous allons sélectionner. Alors sachez que ces outils ont vraiment de gros intérêts pour faire de l'énumération autour des partages. On va y venir d'ici quelques instants. J'aimerais vous introduire une dernière opération sur les partages. Je fais attention au temps. Très bien. Donc, une autre opération, ça serait la conjugaison. Alors, c'est quoi la conjugaison? C'est le fait de renverser le partage et d'échanger le rôle des lignes et des colonnes. Un peu comme pour une matrice faire sa transposée. C'est un peu la même idée. Donc en fait, ici, ça va me donner, en colonne, j'ai d'abord 5, 4, 5, puis après j'ai 3, et après j'ai 2, puis re 2. Et voilà, donc ça me permet de définir le conjugué de lambda, qui est juste de renverser le rôle des lignes et des colonnes du partage. Bon, alors maintenant je vais parler un petit peu énumération, parce que je pense que ça a son importance de parler de ça. Hop. Alors parlons énumération un petit peu. Hop. Alors quand on parle d'énumération, là normalement le premier truc qui pourrait vous venir à l'esprit, ça serait de dire, bah, si je vous donne un entier n, dites-moi combien y a-t-il de partages que l'on peut faire avec l'entier n. Eh bien, il n'y a pas de formule close. Ce que j'entends ici, c'est que il n'y a pas de formule explicite qui permet de dire directement, selon n, et directement une formule qui dépend de n, quel va être le nombre de partages que l'on peut faire avec l'entier n. Il n'y a pas de formule close. Mais par contre, on est capable de calculer sa série génératrice. Alors, qu'est-ce que c'est que cette série génératrice? Eh bien, c'est quelque chose que nous avons déjà vu sur la chaîne, c'était l'exode-call numéro 43, et on avait développé ce qu'on appelle la méthode symbolique. Donc la méthode symbolique, c'est, on va dire, une méthode combinatoire qui peut permettre de déterminer l'énumération de telle ou telle famille d'objets. Globalement, c'est un peu cette idée-là. Et donc, via la méthode symbolique et à travers cet exode-code, nous avons déjà établi ce que peut valoir la série génératrice de l'énumération des partages de l'entier n. Donc, si je note Pn, le nombre de partages de n, alors je peux m'intéresser à la série pour n allant de 0 à l'infini de Pn x puissance n. Alors, petite parenthèse, quand on fait de la méthode symbolique, quand on fait de la combinatoire, les séries qu'on écrit, peu nous importe la convergence. Alors on pourrait s'y intéresser, hein, je ne dis pas le contraire, mais généralement, c'est pas ce qui nous importe le plus. Ce qui nous importe le plus, c'est vraiment, en fait, voir cette série comme une série formelle, donc peu importe la convergence ou quoi que ce soit, voir cette série comme une série formelle, et essayer de faire correspondre les valeurs qui se trouvent devant x puissance n par rapport aux valeurs qui vont se trouver devant x puissance n de l'autre formule. C'est vraiment ça qui nous importe le plus. C'est pas tant la convergence, c'est plus une question d'énumération qui nous intéresse vraiment. Bref, ici on pourrait utiliser le fait que la valeur absolue de x soit inférieure à 1,5, un truc du genre, parce qu'en effet on peut majorer les partitions de n par un ensemble assez particulier qui est juste donné par les parties de l'ensemble 1n en fait. Donc on pourrait majorer par 2 puissance n le nombre de partitions de l'entier n. Mais bon, bref, ça c'est une petite parenthèse. Ici, ce qui m'importe le plus, c'est juste voilà, de voir cette série comme une série formelle. Et en effet, on avait établi dans cet exode-code numéro 43 que cette série était égale au produit pour i allant de 1 à l'infini des 1 sur 1 moins x puissance i. Et je vous avais expliqué déjà, dans cet exode-code 43, comment on pouvait obtenir cette formule. D'ailleurs, petite parenthèse aussi, pourquoi il a été abordé en exode-code numéro 43, c'est parce que c'était un exercice, alors certes, je crois qu'on arrivait à ce type de résultat, pas sûr qu'on arrivait exactement à ce résultat, mais il me semble qu'on arrivait à un résultat très proche de celui-ci. Mais en tout cas, il y a eu, dans un sujet concours, je crois que c'était un concours central, peut-être c'était un concours ENS, mais je crois que dans un sujet concours,
on abordait justement une question en lien avec l'énumération des partages entiers. Et donc, il fallait établir ce genre de formule. Bien sûr, à condition que x converge. Donc justement, il y a toute une question de convergence aussi à aborder. Mais bref, ici, ça nous importe peu. Maintenant, j'aimerais juste expliquer comment on arrive à ce résultat-là. Ce résultat-là, en fait, c'est juste pour expliquer comment on construit le partage. En fait, ça vient juste d'une explication de comment on construit un partage. Pour construire un partage, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit choisir le nombre de fois 1, le nombre de parts 1 que l'on veut mettre dans l'entier m, dans le partage. Puis ensuite, le nombre de parts 2 qu'on veut mettre, puis le nombre de parts 3, puis le nombre de parts 4, etc. etc. Et donc, ce choix, il est représenté par ce 1 sur 1 moins x puissance i. Pourquoi? Parce que le choix, en fait, peut s'écrire aussi 1 plus x puissance i, plus x puissance 2i, etc. Et en fait, chacune des puissances de x correspond exactement au nombre de fois qu'on choisit le bloc i. Et le plus, c'est juste pour mettre en avant le ou, le choix qu'on a par rapport au nombre de blocs ou au nombre de parts i que l'on veut mettre dans le partage. Donc là, 0 part, ici 1 part, ici 2 parts, etc. Donc ce truc-là représente le nombre de parts i que l'on veut mettre dans le partage. Et ce choix, on peut le faire pour tous les i. Donc c'est-à-dire le nombre de parts pour 1, le nombre de parts pour 2, etc. Et tous ces choix sont indépendants. Donc c'est ce qui explique pourquoi on a un produit. Il y a indépendance des choix. Voilà, pour la faire très courte, c'est comme ça qu'on avait pu établir cette formule. Pour revoir un petit peu plus de détails sur l'établissement complet de cette formule, je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil à l'exode code numéro 43 et également pour essayer de comprendre un peu plus ce que c'est la méthode symbolique. Je ne vais pas aborder davantage de cette affaire-là ici. Mais grâce à cette méthode symbolique, on est capable donc d'établir ce genre de formule, et grâce à ce genre de formule, en développant ce produit, en voyant un petit peu quelles sont les puissances de x qui apparaissent, on est capable de déterminer les différentes valeurs qui apparaissent ici. Alors bien sûr, on peut établir aussi des récurrences. Je ne vais pas faire ça là. On peut établir des récurrences entre Pn plus 1, Pn et des trucs comme ça, qui font intervenir d'ailleurs des nombres pentagonaux, on appelle ça pentagonaux. Mais bon bref, j'ai pas envie de m'étaler beaucoup plus là-dessus. J'ai envie de me pencher sur un truc assez rigolo. C'est des bijections qui peuvent exister sur des sous-ensembles de partage. Et puis après, je terminerai en vous introduisant encore d'autres outils qui vont être très utiles pour les partages entiers, pour la suite en tout cas de notre aventure dans cette saison. Donc, là je veux faire une parenthèse sur des bijections rigolotes. Alors une première bijection rigolote qui existe, c'est une bijection entre les partages autoduaux et les partages avec part impair. Alors la bijection marche de la manière suivante, c'est vraiment pas très dur. Qu'est-ce qu'on entend par partage autoduo? Autoduo, ça signifie que si je fais le conjugué du partage, je retombe sur la même chose. Donc autodual, ça veut dire que je ne peux pas avoir le droit de faire n'importe quoi. Je vais forcément avoir un partage. Enfin, je vais essayer d'en dessiner un. Je vais forcément avoir un partage. Voilà, ça va être un peu mieux, mais on doit forcément avoir un partage qui doit être symétrique. Alors, c'est pas tip top, je voudrais quelque chose d'un peu plus... hop, voilà. Je vais essayer quand même de faire un dessin un peu plus correct. Donc là je vais faire 2, et voilà, très bien. Tac, tac, tac. Voilà un exemple d'un partage autodual. On peut constater qu'en fait, si vous faites la diagonale ici, le partage est symétrique par rapport à cette diagonale. Cette symétrie implique qu'en effet, on peut amener ce partage à un partage où on n'a que des parts impaires. Et comment on fait? Eh bien, les différentes parts impaires correspondent exactement aux équerres des boîtes qui se trouvent dans la diagonale. Donc si je regarde cette diagonale-là, vous avez ici 4, vous avez ici 4 et 1, donc ça fait 8 et 1, 9. Donc du coup, on va se retrouver avec le partage 9 et 3.
Et bien sûr, on peut faire l'opération inverse, en déterminant la case qui se trouve au milieu, si on veut, de chacune des parts impaires qui se trouvent ici. Donc ça, c'est la bijection qui existe entre les autoduos et les partages de parts impaires. Il y a une autre jolie bijection dont je veux vous parler, et une jolie, très jolie bijection, en tout cas une très jolie façon de le démontrer, qui utilise ces formules formelles. C'est la bijection suivante. On peut en effet faire une bijection entre les partages avec parts impaires et les partages avec parts distinctes. Parts distinctes. Alors comment va marcher cette bijection? Alors ici mon exemple n'est pas tip top. Faudra que je fasse un autre exemple. Mais j'aimerais d'abord vous démontrer rapidement comment on peut le faire grâce aux formules qui sont ici. Parce que je pense que c'est quand même très très joli comme truc. Ah. J'ai envie de vous faire la petite preuve comme ça, qui est une preuve donnée par Euler, d'ailleurs au passage. Bon, je sais plus quand. Alors là, ne me posez pas la question, vous le savez déjà depuis un truc en plus, je suis mauvais dès qu'il s'agit d'histoire mathématique, donc ne me demandez pas l'année. Je le mettrai en référence pour ceux pour qui ça intéresse, mais ne me demandez pas l'année. Bref, donc ça a été établi par Euler, et pour le faire, c'était de la manière suivante. Il regardait la série qu'on va appeler IN x puissance n, où IN, c'est justement le nombre de partages à part impair. J'ai regardé ce genre de choses, okay. Donc avec que des parts impaires, je précise. Alors bien sûr, par le même genre de formule qui nous a permis de déterminer une autre façon d'expliciter cette formule, enfin la formule donnée par le nombre de partages que l'on peut faire avec un entier n, on peut écrire que ce truc-là, ça va être le produit pour, voilà, je vais mettre j allant donc de 1 à l'infini, peut-être même de 0 à l'infini pour que ce soit plus simple, de 1 sur 1 moins x puissance 2j plus 1. Donc l'idée étant, comme vous faites un partage avec que des parts impaires, et bien cette fois-ci, vous devez choisir un certain nombre de fois 1, un certain nombre de fois 3, un certain nombre de fois 5, etc. Sachant que vous n'avez pas le droit de prendre 2, vous n'avez pas le droit de prendre 3, etc. Bien. Alors comment va marcher la preuve? L'idée va être la suivante. Je veux ramener, donc je répète quand même que je veux ramener à l'autre série. On va faire en fait une égalité de série. On va essayer de montrer que cette série-là est égale à la même série si je note dn de xn, où dn, c'est le nombre de partages à parts distinctes. Et là aussi, on peut établir une formule du même style que celui-ci. En effet, on peut écrire que c'est le produit des 1 plus x puissance, je ne sais pas, x puissance m allant de 1 à l'infini. Pourquoi? Parce qu'on veut que toutes les parts soient distinctes. Donc ça veut dire que si je dois choisir un bloc de 1, je ne peux pas en choisir plus que 1. C'est soit 0, soit j'en prends pas, soit je prends un bloc de 1. Puis pareil pour 2, soit je prends 0 bloc de 2, soit je prends un bloc de 2, etc., etc. Et donc ça se traduit par cette somme, le choix de dire soit je prends 0 bloc de m, soit je prends un bloc de m. Et après, les produits, encore une fois, reflètent l'indépendance des choix. Et ce qu'on va démontrer, c'est que ces deux formules sont les mêmes. Et pour démontrer ça, il y a une jolie manière de faire, c'est d'utiliser les formules de somme géométrique, si je puis dire. Donc en fait, il y a une question de somme géométrique, mais pas que. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. On va faire intervenir un nouveau terme dans le produit en se disant, qu'est-ce qui manque pour se ramener au produit des partages tout court? Et bien, ce qui manque, c'est ceux qui sont pairs. Donc c'est les x puissance 2j qui manquent. Et là ici, je vais mettre 2j plus 2 parce que j égale 0 ici. Donc ce que je vais faire, c'est que ce produit-là va devenir produit de ces trucs-là fois 1 moins x puissance 2j plus 2 sur 1 moins x puissance 2j plus 2. En faisant ça, je peux alors découper mon produit de la manière suivante et écrire produit pour j allant de 0 à l'infini. Donc des 1 sur 1 moins x puissance 2j plus 1 fois 1 moins x puissance 2j plus 2. Et puis ensuite, j'ai toujours produit pour j allant de 0 à l'infini de 1 moins x puissance 2j plus 2. On va se permettre de faire un petit changement d'indice et constater qu'ici, on fait bien le tour de tous les entiers possibles.
Donc c'est-à-dire qu'on a bien retrouvé la formule qui donne juste la série génératrice pour la suite des nombres de partage de l'entier n. Donc là, ici, on va avoir produit pour, disons, k allant de 0 à l'infini, donc des 1 sur 1 moins x puissance k. Pour l'instant, nous avons ça. De l'autre côté, je vais faire aussi un petit changement d'indice. Ici, nous avons le produit pour, disons, L allant de 0 à l'infini, de 1 moins x puissance 2L. Et L commence à 1. Et là, il y a une superbe astuce. Et c'est pour ça que maintenant, au lieu d'écrire L, d'ailleurs K commence à 1. Au lieu d'écrire L, je vais plutôt écrire K exprès. Et là, il y a une jolie astuce. L'idée, c'est d'utiliser une identité remarquable ici, pour faire apparaître un 1 moins xk qui va se simplifier avec le 1 moins xk qui est ici. En effet, identité remarquable me permet de dire que ce truc-là, c'est 1 moins x puissance k fois 1 plus x puissance k. Et donc, dans ce produit-là, je peux prendre le produit des 1 moins x puissance k avec le produit des 1 sur 1 moins x puissance k, et donc simplifier. Et on est arrivé exactement à la formule qui est ici. Sauf que je l'ai écrit avec m, j'aurais peut-être dû l'écrire avec k, mais c'est pas grave, je vais le réécrire avec k. Voilà. Et donc on arrive à cette formule-là, et là, qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que cette formule-là est la même que cette formule-là. Donc ça veut dire que les deux séries ici sont égales, et si les deux séries ici sont égales, ça veut dire que les dn et les in sont les mêmes. Vous pouvez vous amuser avec n égale 6, hein, on avait commencé avec cet exemple, je vous invite fortement à essayer de voir ce que ça donne avec n égale 6, juste pour vérifier qu'en effet on a bien le même nombre de partages avec des parts impaires et de partages avec des parts qui sont toutes distinctes. C'est quand même assez joli. Alors d'ailleurs, il y a une façon de faire la bijection un petit peu plus directe. Bon, ici, avec 9 et 3, je ne vais pas arriver à faire grand chose. Donc il faut que je fasse un autre exemple. Alors l'autre exemple que j'aimerais essayer de faire, il faut réfléchir un petit peu, mais je vais tenter de faire un autre exemple. Alors si je prends, je réfléchis juste dans quel sens je le fais. Si je prends 5, 3, 3, 5, 3, 3, 1, disons. Donc si je prends ce partage, l'idée pour démontrer, enfin pour essayer de passer au partage qui est ici, ça serait de remarquer combien de fois est-ce que nous avons 3, combien de fois est-ce que nous avons 5, etc. Et en regardant le nombre de fois qu'apparaît chacune de ces occurrences, on pourrait les rassembler suivant les puissances de 2 qui apparaissent. Là par exemple, du coup on a 2 fois la part 3, et du coup on peut rassembler ce 2 fois le 2, ça s'écrit bien 2 plus 0 fois 1, hein, d'accord, donc c'est bien l'écriture binaire. Et du coup, il faut peut-être que je fasse un exemple plus gros. Excusez-moi, je vais essayer de faire un exemple plus gros pour que ça parle plus. Donc si j'essaye, 5, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Essayons avec cet exemple. Si je pars avec cet exemple, ce que je suis en train de faire constater, c'est ici on a 1 fois 1. Ici on a 3 fois 3, et 3 ici s'écrit 2 plus 1. Lui, on a 5 fois 1. 5 fois 1, ça s'écrit 4 plus 1. Ce que je peux faire, c'est rassembler les parts par rapport à la puissance de 2 correspondante. Et donc, en faisant ça, je vais obtenir quoi? Eh bien, je vais obtenir 5 qui est tout seul. Bon, alors je ne sais pas encore où est-ce qu'il est placé, mais il y a 5. Ensuite, là, il y a 2 3 que je vais mettre ensemble qui vont me donner un 6. Et il y a un 3 qui va rester tout seul. Ensuite, ici, on avait 4 1. Donc 4, 1, je vais mettre un 4. Donc ça veut dire qu'il y a un 4 quelque part. Et puis il y a un 1 qui doit rester tout seul. Et voilà le partage que je vais obtenir. 6, 5, 4, 3, 1. Je ne sais pas si j'ai été hyper clair, mais l'idée c'est vraiment d'utiliser la décomposition binaire du nombre de fois qu'apparaît chacune des parts. Voilà. Donc ça c'est une très jolie façon de faire intervenir la bijection. Donc ça c'est une façon de... Donc là c'est dans ce sens-là. Dans l'autre sens, il faut faire la même chose, mais en disant, ok, le 6 ici par exemple, le 6 il est divisible par 2. En fait il faut regarder tous les nombres qui sont divisés par 2, et on les divise par 2. Et on les divise par 2 par la puissance de 2 la plus grande possible. Donc là par exemple 6 peut s'écrire 2 fois 3, et le 4 ici va s'écrire 4 fois 1. Si je choisis la plus grande puissance de 2 qui divise 4. Et du coup, ça veut dire que le 4 qui est ici va devenir 4 fois 1. Donc je vais pouvoir retrouver ça. Et le 6 qui est ici, qui est donc 2 fois 3, va me faire ressortir un 2 fois 3. Je
Je sais pas si je vous ai convaincu, mais j'espère vous avoir convaincu que c'est une bijection. Bien évidemment, je n'ai pas fait la preuve. Là, je vous fais les choses avec les mains. J'essaie de vous expliquer comment ça marche, mais j'espère que ça vous intrigue de voir qu'en effet, ça marche super bien. Bref, mais ça, c'est une bijection qui est venue bien plus tard. Hein. La première preuve du fait qu'on avait le même nombre, c'était donné par Euler avec cette méthode-là. Et c'est pour vous montrer aussi la force de la méthode symbolique quand on a un peu de mal à démontrer des bijections de ce type. Des fois, la méthode symbolique permet vraiment de démontrer des résultats auxquels vous pouvez s'attendre, mais qui sont très difficiles à démontrer explicitement. Et ça arrive très 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 régulièrement quand on fait de la combinatoire poussée. Bon, je prends beaucoup de temps, je suis désolé, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire sur les partages entiers. Alors je vais quand même tenter de conclure en vous parlant de 2-3 trucs sans aller dans les détails. Hop. Et puis garder l'introduction d'autres objets pour un prochain épisode. Donc, et en fait pour le prochain épisode. Donc un dernier truc dont j'aimerais parler, c'est le lien avec les permutations. Donc les permutations de Sn. En effet, il y a un lien, il y a une bijection entre les classes de conjugaison de Sn et les partitions de n. Et comment ça marche, cette bijection? Ça marche de la manière suivante. Les classes de conjugaison, c'est quoi? C'est selon la relation de conjugaison. Donc la relation de conjugaison, c'est de dire que sigma est en relation avec sigma prime si et seulement si il existe un taux dans Sn tel que, disons, sigma est égal à taux sigma prime taux moins 1. Donc c'est ça la relation de conjugaison. Et donc, et ça c'est une relation d'équivalence. Donc on regarde les classes d'équivalence. C'est ça les classes de conjugaison dans Sn. Ok? Eh bien les classes d'équivalence, c'est paramétré par les longueurs des cycles dans la décomposition en cycle disjoint. Voilà comment ça marche. Alors donc, l'idée c'est du coup, donc ça demande un peu de boulot quand même, il faut avoir un peu de connaissances sur les permutations pour comprendre, mais l'idée principale est la suivante, donc n'importe quelle permutation peut être décomposée en des cycles disjoints. Je vais vous faire un petit exemple. Une permutation, pour rappel, c'est quand même une bijection de 1n vers 1n, et les bijections on peut les représenter sous la forme d'un tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 disons, et puis là, bon, je vais essayer un exemple un peu au hasard, en espérant que ça donne quelque chose d'intéressant. Donc là, par exemple, ma permutation, elle envoie 1 vers 3, donc je peux écrire un cycle. Donc voilà la décomposition en cycle disjoint que je peux faire. 1 est envoyé vers 3, 3 est envoyé vers 2, 2 est envoyé vers 4, 4 est envoyé vers 5, 5 est envoyé vers 6. Bon, bah d'accord, ok, j'ai pas fait un bon truc. Bon, c'est pas grave. Ça donne qu'un seul cycle. Mais il peut y avoir des exemples où il peut y avoir plus de cycles. Donc là, on pourrait ajouter 7, 8 par exemple, et avoir 8, 7 comme ça. Et du coup, ça voudrait dire qu'on a 7, 8 comme ça. Voilà. Donc on a une décomposition en cycle disjoint, et ça c'est toujours possible pour n'importe quelle permutation. Et en fait, être dans la même classe de conjugaison, c'est en fait avoir les mêmes longueurs pour les cycles qui apparaissent dans la décomposition en cycle disjoint. Et donc bah, les longueurs ici, vous avez 6 et 2, ce qui veut dire que ce partage-là va être envoyé, enfin cette permutation-là, ou cette classe de conjugaison-là, va être envoyée vers le partage 6, 2. Donc il est possible de paramétrer les permutations à l'aide des partages, en tout cas les classes de conjugaison. Et les classes de conjugaison, ça apparaît énormément dès qu'on fait de la représentation de groupe sur Sn. Et en effet, quand on fait de la représentation de groupe, il y a d'autres trucs qui vont apparaître, qu'on appelle les tableaux standards de Young, ou alors il y a aussi les tableaux semi-standards de Young, qui sont des objets super importants dès qu'on veut commencer à regarder tout ce qui est représentation en lien avec la permutation Sn. J'aurais encore pas mal de choses à raconter sur les partages, mais je pense que la vidéo est assez longue pour aujourd'hui. Donc j'espère vous avoir piqué la curiosité, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, sur ces affaires de partage d'entiers, que ça vous ait donné envie d'en apprendre davantage sur tout ça. Je vais encore parler de 2-3 petits trucs à l'épisode suivant, mais on va directement se consacrer à une jolie bijection qui lie les permutations, en tout cas
l'ensemble des permutations avec des paires qu'on appelle des paires de tableaux standards de Young. Donc on va en parler des tableaux standards de Young et même des tableaux semi-standards de Young et même des partitions planes renversées. Ça va être un petit peu la direction que nous allons entreprendre petit à petit pour parler justement de cette correspondance de Robinson-Chastead-Nuss. Et donc pour le prochain épisode, je vais vous introduire tout d'abord la correspondance de Robinson-Chastead et vous parler de cette bijection entre les permutations de Hessian et les paires de tableaux de Young standard de même forme. Bref, on s'arrête ici donc. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par cette vidéo, par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet épisode. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!